porte ce soir plus de 965 000 cas et fort heureusement plus de 203 000 personnes sont guéries. Les États-Unis signalent le plus grand nombre de cas dans le monde, plus de 216 000. L'Italie a plus de 110 000 cas confirmés. L'Espagne a le même nombre, 110 000 cas. L'Allemagne, 81 000. Le total des décès de cas confirmés dépasse ce soir les 50 000. L'Italie, l'Espagne et les États-Unis sont les pays qui rapportent le plus grand nombre de décès. 13 915 en Italie, plus de 10 000 en Espagne et 5 148 aux États-Unis. En France, nous affrontons une épidémie exceptionnelle, entraînant un impact sans précédent sur les établissements de santé. Vous le savez, les résultats les plus importants sont issus des données hospitalières, 880 établissements de santé, qui démontrent l'impact très sévère du virus et de l'épidémie Covid. 26 246 personnes sont actuellement hospitalisées. 6 399 cas graves nécessitent des soins lourds, en soins intensifs, en réanimation. Et vous savez que ce chiffre dépasse les capacités initiales de réanimation de notre pays il y a quelques semaines. 35% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 60% ont entre 60 et 80 ans, et aujourd'hui 90 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation et âgées de moins de 30 ans. Ce jour, 382 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation, contre 452 hier mercredi, 458 mardi et 475 lundi. Depuis le 1er mars, 4503 décès ont été signalés en milieu hospitalier. 83% de ces décès ont eu lieu chez des personnes de plus de 70 ans. 471 décès ont donc été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Il s'agissait de 509 décès sur la période précédente. 12 428 personnes sont sorties guéries. C'est un chiffre qui progresse chaque jour. Et donc, c'est 1493 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital en 24 heures. Nous surveillons, vous le savez aussi, la situation en population, ce qu'on appelle la surveillance syndromique, l'activité des services d'urgence, de SOS médecins et des laboratoires. Les urgences ont signalé 3195 passages, soit 18% de l'activité totale, 39% d'hospitalisation après passage aux urgences et 4% direct d'admission en réanimation. 1217 interventions de SOS médecins ont été rapportées contre 1328 pour la journée précédente. Les laboratoires de ville ont réalisé 36 155 tests, dont 10 731 sont revenus positifs, soit un taux de 30% de positivité. Santé publique France, qui publiera ce soir son point épidémiologique, fait des estimations sur le nombre de cas en ville. Ces estimations sont de 51 000 cas sur la semaine 12 et de 90 000 cas sur la semaine 13. Vous le savez, la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux nous concerne particulièrement. Nous sommes très attentifs à cette situation pour nos personnes les plus vulnérables, pour nos personnes âgées. Et c'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des Français. Nous avons donc mis en place un dispositif spécifique de signalement qui est testé depuis le 28 mars, qui monte progressivement en charge pour avoir une remontée des données issues de l'ensemble des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, dont vous connaissez évidemment la grande variété sur le territoire national, et les établissements médico-sociaux. Actuellement, l'ensemble des établissements de type EHPAD n'a pas encore réalisé la totalité des remontées des cas et des décès. Nous avons 7 400 EHPAD et 10 600 structures au total. Les données sont donc toujours en consolidation. Nous avons cependant des premiers chiffres partiels, avec de grandes inégalités dans le recueil entre régions, et un travail important est en cours pour regrouper l'ensemble de ces données. Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid, et nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid-19.
outre le fait que c'est une nouvelle extrêmement triste qui concerne les personnes âgées auxquelles nous sommes évidemment très attachés, je voudrais donner ces chiffres avec beaucoup de précautions et surtout vous rappeler quelques éléments. D'abord, toute comparaison avec d'autres pays, notamment européens, est très délicate. Les systèmes de santé sont très différents et les structures, notamment de type EHPAD, ne sont pas courantes dans nos pays voisins. Ensuite, et c'est encore plus important, je voudrais saluer les 400 000 professionnels qui œuvrent au quotidien avec un engagement remarquable partout sur le territoire, avec un dévouement extrême que nous connaissons, que nous découvrons, que nous remercions chaque jour lorsque nous allons voir nos personnes âgées dans ces établissements. Et ils font tout pour empêcher le virus de rentrer dans les établissements, pour éviter sa propagation au sein de l'établissement et pour protéger au mieux près de 600 000 résidents dans les établissements de santé. 750 000 personnes âgées sont prises en charge dans différents types d'établissements. Je termine par les résultats des tests. Vous savez que ces tests sont confirmés par PCR et donc nous avons ce soir, selon Santé publique France, 59 105 tests confirmés. Un point très important, vous l'avez noté, des décès surviennent en milieu hospitalier et vous sont rapportés. Des décès surviennent dans les établissements d'accueil pour personnes âgées et nous avons les premiers chiffres ce soir. Tous ces décès sont évidemment des drames individuels et des drames collectifs. Ce sont des personnes, ce sont des hommes et des femmes. Et nous avons aussi, vous le savez, un souci qui est d'avoir vraiment la visibilité sur l'ensemble de la mortalité en France. Mortalité à l'hôpital, mortalité en établissement, mortalité en ville, au domicile. Et c'est pourquoi nous avons mis en place là aussi un dispositif spécifique de surveillance de la mortalité toute cause. Cette mortalité remonte forcément à l'état civil, en mairie et ensuite à l'INSEE. Nous avons donc demandé à ces structures, à l'état civil, à l'INSEE, à Santé publique France, de faire en sorte que nous ayons ces données quasiment en temps réel. À l'échelon national, nous observons un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue au cours d'un mois de mars, qui atteint 14% sur la semaine 12, la semaine du 16 au 22 mars. Et cet excès se confirme et se renforce encore sur la semaine 13, avec un excès de 19% du 23 au 28 mars. À l'échelon régional, l'excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue en semaine 13 s'est fortement renforcé dans les régions Grand Est et Île-de-France et est également observé en Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. À l'échelon départemental, en semaine 13, 26 départements présentent un excès de mortalité par rapport à la mortalité attendue, dont 2 dans des niveaux d'excès exceptionnels, le département du Haut-Rhin et le département de la Seine-Saint-Denis. Parmi ces 26 départements sont inclus les 8 départements d'Île-de-France, 8 des 10 départements de la région Grand Est et 3 des 5 départements des Hauts-de-France. La mortalité concerne principalement les plus de 65 ans. Vous le savez, je le répète chaque soir, le nombre d'hospitalisations en réanimation est un indicateur majeur, un indicateur très important pour suivre l'impact de l'épidémie, mais surtout sa gravité. Il s'agit d'un reflet de nos capacités de prendre en charge au mieux les patients les plus graves, mais aussi d'un indicateur qui nous servira à évaluer dans les prochains jours l'impact du confinement. Sur le territoire national, nous disposons de plus de 2000 lits de réanimation disponibles. Il y a eu un effort considérable et aujourd'hui, nous avons plus de 9000 lits de réanimation en France. C'est un effort qui a été dû à la déprogrammation, à la mobilisation des établissements et des équipes, et tous les établissements, publics et privés, sont mobilisés partout sur le territoire national pour accroître cette capacité de réanimation qui, je vous le rappelle, n'était que de 5000 lits de réanimation avant l'épidémie et qui est portée ce soir à plus de 9000 lits. Nous veillons depuis le premier jour à offrir les meilleurs soins possibles à tous les malades, notamment évidemment les malades les plus graves qui nécessitent une prise en charge en réanimation. Des renforts humains ont été appelés, je l'avais précisé, en soutien aux régions les plus touchées, notamment Grand Est et Île-de-France. Ces renforts humains sont arrivés aujourd'hui, plus de 112 professionnels de santé compétents en réanimation en Île-de-France. Nous en attendons demain plus de 100 médecins anesthésistes, réanimateurs, infirmiers et aides-soignants.
Cet objectif permanent nous conduit au nom de la solidarité nationale, outre les renforts humains, outre les renforts en matériel, à opérer aussi des transferts de patients en interrégional, en intra-régional, à l'international, pour soulager les établissements les plus touchés et transférer des patients vers des établissements ou des régions plus épargnées par l'épidémie. Aujourd'hui, 4 opérations de transfert sont en cours et permettront de déplacer 6 patients du Grand Est vers l'Occitanie et 72 patients d'Île-de-France vers les régions Pays de la Loire, Normandie et Centre-Val de Loire par voie aérienne et terrestre, où ils pourront donc poursuivre leurs soins dans les meilleures conditions. Au nom de la solidarité nationale et européenne, des transferts transfrontaliers à destination du Luxembourg, de la Suisse, de l'Autriche et de l'Allemagne ont été réalisés ou sont encore en cours. 163 patients de la région Grand Est ont bénéficié de ces transferts. D'autres opérations sont prévues pour soulager nos hôpitaux et soulager évidemment nos équipes soignantes qui ne ménagent pas leur peine. De nouvelles opérations de type Morphée ou TGV médicalisé sont planifiées pour transférer de nouveaux patients du Grand Est et d'Île-de-France qui, vous le savez, sont les régions les plus en tension. Grâce à la mobilisation totale de l'ensemble des moyens de l'État, nous comptabilisons aujourd'hui 439 patients lourds dans une situation critique qui ont pu être transférés dans d'excellentes conditions vers des régions moins en tension. Ce nombre est amené à progresser dans les jours et les semaines qui suivent. Autre point très important, vous le savez, nous rappelons tous les jours l'importance du confinement, l'importance de la distance d'1 mètre entre chaque individu et l'importance de la réduction du nombre de contacts par l'application stricte des mesures barrières. Nous avons donc tout fait pour privilégier la prise en charge médicale à distance quand elle est possible, pour vous éviter des déplacements et pour vous éviter des contacts. Nous observons aujourd'hui que ces préconisations ont été très largement suivies. Les consultations à distance ont connu une croissance sans précédent ces 2 dernières semaines. Avant l'épidémie, les téléconsultations étaient pratiquées pour moins d'1% des consultations médicales. Elles représentaient la semaine dernière déjà plus de 10%. Nous sommes particulièrement soucieux que les patients souffrant de troubles psychiques et les services et établissements chargés de leur suivi ne soient pas oubliés. Comme tous les citoyens, ils doivent avoir accès aux soins requis par le Covid-19. Dès le début de la crise, les établissements et services de psychiatrie se sont mobilisés de façon remarquable, avec une très grande réactivité et un grand professionnalisme, avec des très nombreuses initiatives locales, allant de la réorganisation des services à des plateformes d'écoute et de soutien des soignants. Une cellule de crise nationale dédiée Covid-19 santé mentale a été mise en place, rassemblant tous les acteurs institutionnels, professionnels, représentants d'usagers. Elle a produit des recommandations accessibles sur le site du ministère. La recommandation générale est de satisfaire les préconisations de distanciation sociale, la priorité étant de réserver les hospitalisations aux patients qui ne peuvent pas sortir et être pris en charge en ambulatoire. Le corollaire est que l'ambulatoire doit être renforcé et assurer des prises en charge présentielles et dématérialisées. Tout ceci nécessite des réorganisations profondes, un accompagnement des patients au plus près de leurs besoins. Je veux rappeler ce soir que si la filière somatique est en première ligne, en ville comme à l'hôpital, la filière santé mentale a un rôle essentiel à jouer, avec 3 séries d'enjeux. La prise en charge des patients des établissements psychiatriques qui nécessitent des soins liés au Covid-19, la santé mentale des soignants durement impactés qui interviennent en première ligne et au plus proche des malades, et puis les entourages des malades aussi sont évidemment à prendre en compte, la santé mentale de la population générale soumise à un confinement qui peut parfois appeler des actions d'information, voire une prise en charge médico-psychologique pour prévenir un possible stress post-traumatique, et le dispositif national grand public de soutien psychologique qui, je vous le rappelle, est déployé par le numéro vert, le 0800 130 000. L'anonymat et la confidentialité sont évidemment garantis. C'est aussi un dispositif très important pour accompagner nos personnels de santé au mieux avec une plateforme spécifique qui leur est dédiée. Il y a une plateforme d'écoute et de soutien de la Croix-Rouge, Croix-Rouge Écoute, qui assure la prise en charge en lien avec le réseau national de l'urgence médico-psychologique regroupant les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique. En ce 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme,
J'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble des personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique, ainsi que leurs familles, leurs proches, leurs amis, pour qui cette période d'épidémie et de confinement est une épreuve particulièrement difficile et perturbante. Le président de la République a annoncé un assouplissement des conditions de sortie pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Un document attestant de cette situation particulière devra être présenté aux forces de l'ordre afin de justifier la sortie. Le confinement ne doit pas être un obstacle aux soins. C'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap, des dispositifs de soutien et d'information spécifiques aux personnes et à leurs familles ont été mis en place. Il est ainsi possible d'appeler Autisme Info Service au 0800 71 40 40 ou de solliciter un soutien sur le site dédié autismeinfoservice.fr. Je vous remercie. Une question pour